On l'appelle la vitamine du soleil. On s'imagine souvent qu'une petite balade suffit pour faire le plein. Mais en réalité, l'histoire de la vitamine D est beaucoup plus complexe et cruciale qu'on ne le pense. Alors, prêt à voir ce qui se cache vraiment derrière ce nom que tout le monde connaît? Allons-y. C'est la grande question. Et petit spoiler, pour la majorité d'entre nous, entre le travail de bureau, les écrans et surtout les longs mois d'hiver, eh bien la réponse est non, loin de là. On va voir ensemble pourquoi et surtout ce que ça implique pour notre santé. Voici le programme pour décortiquer tout ça. D'abord, on va voir que la vitamine D n'est pas vraiment une vitamine. Ensuite, son parcours incroyable dans le corps. On parlera des risques quand on en manque, de comment savoir où on en est, et enfin, le plus important, comment trouver le bon équilibre. Et on commence fort avec la première révélation, le mot vitamine est en fait un peu trompeur. Pourquoi? Parce que contrairement aux vitamines classiques qu'on doit absolument trouver dans notre nourriture, notre corps, lui, est capable de la fabriquer. C'est une véritable usine interne. En termes scientifiques, la vitamine D est une pro-hormone. Il faut voir ça comme une matière première, une sorte de brique de base. Le corps va prendre cette brique, la transformer et en faire une hormone surpuissante, le calcitriol. Et le rôle de cette hormone, c'est de gérer le calcium. C'est elle le grand chef d'orchestre de la solidité de nos os. On a donc deux façons de se procurer cette matière première. D'un côté, la voie interne. Notre peau la fabrique grâce au soleil, c'est la source principale. De l'autre, la voie externe, ce qu'on mange, notamment les poissons gras pour la vitamine D3. Mais attention, point crucial, que ce soit par la peau ou par l'assiette, à ce stade, elle est encore inactive. Le voyage ne fait que commencer. Alors comment cette matière brute se transforme-t-elle en un outil aussi essentiel pour notre corps? C'est un processus en plusieurs étapes, un véritable parcours d'activation. C'est un vrai travail d'équipe dans l'organisme. D'abord, la peau ou l'alimentation fournissent la base. Ensuite, premier arrêt au stand, le foie. Il la transforme en une forme de stockage, la 25-OHD, qui va circuler dans le sang. Et enfin, deuxième arrêt, les reins. C'est eux qui, en fonction des besoins du corps, vont faire la transformation finale en hormones superactives, le calcitriol, prête à l'emploi. Pour les plus curieux, voici à quoi ressemble ce parcours au niveau moléculaire. Bon, pas de panique, on ne va pas faire un cours de chimie. Ce qu'il faut juste retenir de ce schéma, c'est l'idée d'une incroyable alchimie interne. Notre corps prend un dérivé du cholestérol et, avec un peu de soleil et l'aide de nos organes, il le transforme en une hormone vitale. C'est assez fascinant. Maintenant qu'on a bien compris son importance, il faut aborder le problème. Que se passe-t-il quand on en manque? Et c'est un problème bien plus courant qu'on ne l'imagine, qui avance souvent à bas bruit, sans faire de vagues. Ce chiffre est assez frappant. Jusqu'à 60% des personnes âgées en France pourraient manquer de vitamine D. C'est une population particulièrement à risque pour deux raisons. Avec l'âge, la peau devient moins efficace pour la produire et en plus, on a tendance à moins sortir. C'est une sorte de double peine. Et c'est là tout le piège de la carence. Au début, on ne sent absolument rien. Le corps est intelligent. Pour maintenir le taux de calcium dans le sang, il va produire une autre hormone pour aller puiser directement dans la réserve, c'est-à-dire les os. Donc en surface, tout va bien, mais en coulisses, le squelette commence déjà à s'affaiblir. Lorsque le manque devient vraiment sévère, les conséquences sont visibles et dramatiques. Chez l'enfant, en pleine croissance, c'est le rachitisme, avec des os qui se déforment. Chez l'adulte, on parle d'ostéomalacie. Les os deviennent littéralement plus mous, plus fragiles. Le résultat, des douleurs osseuses et un risque de fracture qui grimpe en flèche. Et même sans aller jusqu'à ces extrêmes, une simple insuffisance a déjà des conséquences. Elle fragilise l'architecture de nos os, ce qui ouvre la porte à l'ostéoporose. Et ce n'est pas tout, elle affaiblit aussi les muscles. Et des muscles plus faibles, ça veut dire plus de risques de chute. Des os plus fragiles, plus de chute, c'est le cercle vicieux parfait pour la fracture. Bon, maintenant la question pratique. Comment savoir où on en est personnellement? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen très simple et fiable. Une prise de sang. Alors, qu'est-ce qu'on mesure exactement dans cette prise de sang? Pas la vitamine D brute, ni sa forme superactive, mais sa forme de stockage, la 25-OHD. C'est le meilleur indicateur parce que son niveau est stable et il nous donne une vue d'ensemble de nos réserves totales, qu'elles viennent du soleil ou de l'alimentation. Ce tableau, c'est un peu le décodeur de nos résultats. Pour faire simple, le chiffre clé à retenir, c'est 20 microgrammes par litre. L'objectif, c'est d'être au-dessus. En dessous de 20, on est en insuffisance et le corps commence déjà à compenser en piochant dans les os. Quant à la zone toxique, à plus de 140, il faut savoir qu'elle est très difficile à atteindre. Le vrai danger pour la plupart des gens, c'est d'être en bas de l'échelle, pas en haut. On arrive à la dernière partie, la plus concrète. Que faire pour remonter son niveau et le maintenir, et ce en toute sécurité? La recommandation officielle en France, c'est 200 unités internationales par jour pour un adulte. C'est une base pensée historiquement pour éviter les maladies graves comme le rachitisme.
Mais la question que beaucoup de scientifiques se posent aujourd'hui, c'est est-ce vraiment suffisant pour une santé osseuse optimale? Faisons un calcul rapide. L'alimentation nous apporte en moyenne à peine 100 UI par jour. Et d'octobre à mars en France, le soleil est trop bas sur l'horizon. Ces rayons ne sont pas assez puissants pour nous permettre de fabriquer de la vitamine D. Résultat, pendant près de 6 mois, les 200 UI recommandés ne suffisent même pas à compenser. On est donc presque tous, structurellement, en déficit l'hiver. Pour mettre les choses en perspective, certaines études ont utilisé des doses allant jusqu'à 10 000 UI par jour pendant plusieurs mois, sans observer le moindre signe de toxicité. Ça montre l'énorme marge de sécurité. Concrètement, pour traiter une carence avérée, la stratégie est souvent en 2 temps. D'abord, une dose d'attaque pour renflouer les stocks, par exemple avec des ampoules très dosées chaque semaine pendant 1 ou 2 mois. Puis, une fois le niveau remonté, on passe à une dose d'entretien plus faible pour le maintenir. Tout dépend bien sûr du niveau de départ mesuré. Et ça nous amène à une conclusion importante des experts. La peur du surdosage a été très largement surestimée par le passé. La vraie toxicité n'apparaît qu'à des doses vraiment massives, prises sur de longues périodes, bien au-delà de ce qui est prescrit médicalement. Le risque, avec une supplémentation bien suivie, est donc quasi inexistant. En conclusion, on a vu que la vitamine D est bien plus qu'une vitamine, c'est une hormone. On a vu que le manque est un problème silencieux, réel, et que les recommandations de base sont souvent trop justes. Tout ça nous laisse avec la question finale. Quel est le niveau vraiment optimal pour chacun, pour sa santé sur le long terme? La science continue d'affiner la réponse. Mais une chose est certaine, connaître son propre statut est le tout premier pas. C'est une discussion essentielle à avoir avec son médecin.